Ok, bonjour à tous. Donc, moi c'est Cyprien. Je suis là pour vous parler très rapidement, vous faire un high picture de ClojureSpec. Pour connaître ClojureSpec, il faut connaître Clojure, mais bon, le but c'est pas d'aller dans les détails de l'implémentation, mais surtout de vous montrer une approche qui est intéressante, qui va un peu à contre-courant du Saint Graal des systèmes de type qu'on peut trouver actuellement, c'est-à-dire arriver à contraindre non plus seulement la forme de vos données, mais aussi la valeur. Donc, c'est ce qu'on voit avec les dependent types de langages comme Idris ou autres. Donc là, l'idée, c'est de faire un truc beaucoup plus simple. Voilà. Donc moi, je travaille à Biopinion, une start-up dans Montpellier. Et je vais commencer par faire un petit sondage. Qui connaît Clojure dans la salle? Il y en a beaucoup. Ouais, deux noms, déjà. Ah, il y a du monde. Et qui en fait ou en a fait professionnellement? Bon, eux, ils bossent avec moi, ça compte pas. Ok, non, il n'y en a pas beaucoup. C'est le problème de Clojure, c'est que c'est pas très connu, alors que ça gagnerait à l'être. J'espère que je vous en convaincrai. Donc d'abord un petit mot à propos de Clojure, parce que quand même il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Clojure, donc c'est un langage qui n'est pas typé, comme vous l'avez compris, qui est orienté données. Donc votre donnée en Clojure, c'est très simple, c'est des arbres de valeurs scalaires qui peuvent se composer via des maps, via des vecteurs, des sets, des séquences, etc. Donc c'est très simple et ça ne va pas plus loin, parce qu'au final il n'y a besoin que de ça. Ensuite, alors en tout cas c'est l'approche que vous utilisez quand vous faites du Clojure. Ensuite, c'est immutable, donc ça c'est important. Toutes les fonctions du cœur de Clojure sont immutables. Vous ne pouvez pas modifier une map, vous pouvez pas. Chaque fois que vous modifiez quelque chose, vous devez le recapturer et le chaîner en fait entre différents calls de fonctions. Et après, il y a des primitives qui sont bien encapsulées pour gérer la concurrence, pour maintenir vos états, parce qu'évidemment, il y en a quand même besoin. Ensuite, c'est fonctionnel. Voilà. Clojure, c'est de la data, des structures de données et des fonctions. Et ça va même plus loin, et c'est là où Spec est intéressant, c'est que le code, c'est aussi la donnée. En fait, du code Clojure, ce sont des listes de symboles. C'est vraiment des listes. C'est-à-dire que vous pouvez faire des macros très simplement, dans le sens où vous lisez votre code, ça devient une liste, vous la modifiez et vous la réécrivez à l'étape de la compilation. Parce que ce n'est pas un langage typé, mais c'est quand même compilé. Voilà, donc j'en arrive à ClojureSpec. ClojureSpec, c'est une librairie donc, à la carte. Vous l'utilisez comme vous voulez, vous utilisez les parties que vous voulez, mais ça va en fait dans la philosophie de Clojure. Clojure, c'est un langage qui a 10 ans, qui a été créé par Rich Hickey aux États-Unis, et voilà, qui a une courbe de progression un peu linéaire, mais voilà. Et donc Spec, ça va dans le sens de cette philosophie-là, donc de la donnée, des fonctions, etc., dans le sens où vous allez vouloir valider forcément vos données, parce que vous voulez un programme qui soit robuste en production. Voilà, donc ça vous permet de faire ça. Ça a aussi une fonction documentaire. Forcément, c'est un peu comme Flow en JavaScript pour ceux qui connaissent. Vous allez annoter vos fonctions, vos variables, etc., avec le type que c'est censé être. Ensuite, ça peut déstructurer. Et là, je ne sais pas si j'aurai trop le temps, mais ça peut aller très très loin. C'est-à-dire que vous pouvez carrément faire ce que ferait un parseur avec ClojureSpec. Et ensuite, on va voir qu'on peut arriver du coup à des choses qui sont intéressantes dans le domaine du generative testing, de la génération de données pour générer des tests automatiquement. Donc ça, c'est pour après. Donc là, je vais essayer de vous montrer du coup un peu de code. Ouais. Voilà. C'est pas ça, c'est ça. Voilà, donc là je suis dans mon éditeur de code, c'est IntelliJ avec un plugin pour Clojure. Donc là vous voyez, c'est très simple. Hein. On dirait que c'est simple, et en fait c'est vraiment simple, c'est pas comme d'autres langages qui cachent un peu la complexité. Là vous avez un utilisateur que je vais essayer de spéquer, c'est-à-dire que je vais lui définir un schéma. Donc là vous voyez c'est une map avec simplement des clés avec des valeurs dedans. Les clés en Clojure c'est des keywords, c'est un support spécial dans le langage. Par exemple, ça vous permet de faire ça. Alors, je vais essayer de coder à une main. Voilà, ça fait aussi office d'accesseur. Donc là, je récupère la valeur de l'ID de mon utilisateur. Vous pouvez aussi manipuler vos données. Par exemple, si vous voulez rajouter un rôle dans votre utilisateur,
Vous avez des trucs sympas comme updating. Merci. C'est au top. Je vais essayer de ne pas durer trop longtemps. Hop, et donc là, je peux changer la valeur qu'il y a dans la clé role à l'index 0. Et je lui mets que c'est en fait pas un admin, mais un utilisateur. Voilà. Donc le rôle a bien été modifié. Et là, par contre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est immutable, donc l'utilisateur n'a lui pas été modifié. Bref, on en arrive à Spec. Donc là, vous voyez, je définis un schéma d'utilisateur. Et là, je vais lui dire, ça c'est pour définir une map du coup. Et là, je vais lui dire, il y a des clés qui sont requises et des clés qui sont optionnelles. Donc ID, username, role, description, birthdate, qui sont eux-mêmes des specs qui sont définis au-dessus. En fait, à chaque fois que vous définissez une spécification, c'est ajouté dans un registre closure qui du coup sera accessible partout dans votre programme. Donc par exemple là sur ID, on lui dit int, ça doit être un entier, ça doit être positif. En sachant que int, pour le coup, je peux vous montrer, c'est vraiment une fonction, un predicate closure qui dit juste en entrée j'ai une valeur et en sortie j'ai un booléen. Et vous pouvez composer, donc après c'est de la logique, vous pouvez faire des and, des or, etc. Donc pour le username, pareil, on ajoute une regex. Pour le role, on dit que c'est une valeur qui doit être parmi les valeurs suivantes, parmi les valeurs admin, user, anonymous. Le role, ça doit être une collection. Là, c'est la manière de définir une collection. Donc vous dites que c'est une collection de rôles, qui est l'aspect défini juste au-dessus, et il doit y en avoir au moins un, maximum 3. Et ensuite ça, alors je vous en parle vite fait, ça en fait ça vous permet, Spec n'a pas qu'un rôle de validateur, et c'est là où j'arrive à la suite, ça va aussi vous permettre de coercer vos données, de les parser en quelque sorte, de les transformer. Donc là, ça dit en fait, les rôles, si tu les récupères en tant que séquence de n'importe quel type, ça peut être du vecteur, ça peut être de la liste, ça peut être de la séquence de base, eh bien tu vas me la retourner quand même en set, qui est donc une liste d'éléments distincts. Voilà. Donc après, vous avez un ensemble de fonctions qui sont fournies par, donc ça c'est l'import de ma librairie, par spec. Donc vous allez pouvoir demander si c'est valide. Est-ce que mon utilisateur est valide par rapport à ma spec? Oui. Si j'avais fait une typo, potentiellement, ça me dit false. Mais bon, moi je veux savoir pourquoi ça n'a pas marché. Donc je vais lui demander pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Et ça retourne du coup des erreurs donc, agrégées. Si vous avez plusieurs erreurs dans votre map, ça va vous les paquer, vous les retourner. Donc là, c'est hyper lisible. Hein. Vous avez, en vrai, c'est très lisible. Vous avez du coup, ça vous dit que la valeur de l'utilisateur, en fait, il manquait la clé username dedans. C'est tout ce que ça vous dit. Voilà. Bon, je remets un vrai utilisateur. Voilà, on passe à la suite. Alors voilà. Et donc j'en arrive à la partie sympa, qui est qu'à partir de cette spec, il faut savoir que spec, ça ne va pas que dans un seul sens. Ce n'est pas seulement vous avez des valeurs, vous les faites passer dans vos specs. Ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du schéma, Clojure est capable, enfin la librairie est capable de vous générer de la valeur. Donc par exemple, je vais lui demander un sample de ce que pourrait être un utilisateur. Voilà, donc là il m'en a généré quelques-uns, par défaut c'est 10, je peux lui en demander autant que je veux. Et en fait, il a des générateurs aléatoires qui sont attachés sur les fonctions du cœur de Clojure. Vous pouvez les créer vous-même, vous pouvez les composer, c'est assez puissant. Donc là, vous avez un ensemble de fixtures, en fait, de test data potentiellement. Voilà, à disposition. Ensuite, au-delà de valider des structures de données, ça valide aussi des fonctions. Donc en Clojure, vous avez les données et les fonctions. Donc là, par exemple, j'écris une fonction qui est censée rajouter un rôle à un utilisateur. Donc, par exemple, je veux rajouter le rôle de user sur reach. Il était commenté. Ouais, voilà. Donc là, en fait, voilà. Donc reach est maintenant un utilisateur. Vous pouvez attacher des specs dessus. Donc là, c'est la manière d'attacher sur un nom, donc le nom de la fonction, trois contraintes. Une contrainte sur les arguments. Comme je vous disais tout à l'heure, le code Clojure, c'est de la donnée.
Donc là, les arguments que vous avez dans votre fonction, c'est une séquence closure. Donc vous allez la spéquer comme vous spéqueriez une séquence de data. Donc ça vous dit, ça doit être une concaténation de spec d'utilisateur et d'une spec de rôle. En données de retour, je dois avoir un utilisateur. Et ensuite, vous pouvez définir une fonction qui va définir des contraintes entre ces valeurs, entre ces arguments et la valeur de retour. Donc là, typiquement, bon, ça fait un peu peur quand on voit du closure pour la première fois, mais en vrai, on s'habitue. Et donc là, je lui dis tout simplement, les rôles dans la valeur d'utilisateur doivent contenir le rôle qui était passé à l'entrée de la fonction. Et du coup, ça vous permet de faire... En l'état, ça ne permet rien en fait. Ça permet juste d'avoir de la documentation. Un développeur qui va lire votre code, il va comprendre ce que ça doit faire. En sachant que... je ne sais pas si j'ai reload. En sachant que du coup, si vous demandez la documentation de la fonction grant, voilà, les specs sont attachés par défaut. Ensuite, vous pouvez, de la même manière que j'ai généré des données random tout à l'heure sur mon schéma d'utilisateur, je vais pouvoir générer de la donnée random par rapport à ma fonction. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Donc, on a une fonction qui s'appelle exercise_fn qui va en fait... Donc alors là, attends, je vais prendre juste le premier. Voilà. Donc c'est en premier élément de la séquence qui est retournée, vous avez les arguments qui sont générés automatiquement à partir des specs. Donc là, c'est un utilisateur et un rôle. Et vous avez, et ça les rentre, ça les fourre en fait dans votre fonction, et ça ressort un utilisateur. En fait, ça vous sort ce que la fonction vous retourne. Voilà. Donc en l'état, ça vous permet déjà de... Donc le jeu, on a cette pratique qui est de toujours utiliser beaucoup la command line, comme je fais là, le REPL. Et on joue avec le code, on modifie, on reload, on rejoue, on voit comment ça se passe. Et quand vous faites ça, typiquement, vous pouvez voir déjà si ce que vous avez fait, ça correspond à la réalité. Voilà. Et du coup, après, si vous voulez automatiser tout ça, vous avez plein de helpers qui, en fait, là, peut-être vous y avez déjà pensé, mais le fait de générer des arguments et de récupérer ce que la fonction est censée retourner, vous pouvez du coup vérifier si ce qui a été retourné, ça correspond bien au spec qui avait été défini dans la fonction. Et c'est là où il y a plein de helpers pour vous aider à faire tout ça. Donc par exemple ici, la fonction check. Hop. La fonction check, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lance un certain nombre d'itérations, donc par défaut c'est 1000, en justement générant des entrées et en vérifiant si les sorties sont OK. Ce n'est pas le cas. Comme vous pouvez le voir, les erreurs sont aussi très compréhensibles. Mais bon, ça c'est les stack trace Java. Et là, du coup, mon exercé peut distinguer qu'il y a une erreur dans ma fonction. Typiquement que en fait, les rôles qui sont dans l'utilisateur, ils sont écrasés. Je fais une association dans la map du user des rôles et j'écrase avec le tableau de rôle, un tableau de rôle qui ne contient que le rôle que j'ai passé en argument. Or, moi, je veux juste rajouter ce rôle. Je ne veux pas l'écraser, je veux prendre les rôles existants et ajouter le rôle de l'argument. Et si on reteste, voilà. Il m'a fait 1000 itérations et le résultat était OK dans les 1000 cas. Et ça, vous avez plein de helpers derrière pour générer. Vous pouvez dire teste-moi tout ce namespace, teste-moi ces ensembles de fichiers, etc. Et ça vous permet déjà de détecter une quantité d'erreurs. Chose qui est quand même assez difficile à faire quand vous utilisez juste du type, puisqu'encore une fois, ça ne vérifie que la forme de vos données et pas les valeurs. Voilà. Après, vous avez une fonction qui s'appelle instrument qui va venir attacher, qui va déclencher une exception si les valeurs que vous passez en argument de votre fonction ne conforment pas par rapport au spec, ne se conforment pas au spec. Au-delà de ça, la fonction instrument vous permet de faire un autre truc sympa. Là, par exemple, vous avez une fonction qui va récupérer vos statistiques de la dernière journée, par exemple, des valeurs sur les 24 dernières heures, les hits d'accès à votre site web, par exemple. Bon, là, on moque le fait que ça ne marche pas, enfin, que le service n'est pas dispo, ou c'est un truc qu'on ne veut pas tester parce qu'on est dans un environnement de test, voilà. Et on veut tester comment, en test d'intégration, comment cette fonction est utilisée et comment les autres fonctions qui l'utilisent, du coup, gèrent les cas d'erreur potentiels de ce service externe-là. Pour ce faire, il suffit de définir des specs. On définit ce que c'est un succès, un tableau d'entier, il y en a 24. Une erreur, c'est juste une string. Et une réponse, c'est soit, du coup,
un succès, une map avec la clé succès dedans, et soit une map avec la clé erreur dedans. On spec la fonction, et à partir de là, on peut générer un stub de cette fonction-là. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bah non, tu peux générer des arguments. Non, c'est pas ça. On lui dit en fait, n'exécute pas le cœur de la fonction quand je l'appelle, mais par contre, génère-moi de la donnée random à partir de l'aspect qui a été défini sur la valeur de retour de la fonction. Typiquement, quand vous faites un fetch daily stat derrière, donc là, si je la laisse commenter, large, fetch daily stat, donc par exemple ça, hop, et ben j'ai déjà instrumenté ma fonction. On la refait. Voilà. Donc, normalement, c'est censé me lever une exception, c'est le cas. Et quand j'instrumente, donc j'attache un stub sur la fonction, ça me génère de la valeur, un résultat random. Et en fait, du coup, ça va me générer quelquefois des succès, quelquefois des erreurs. Et là-dessus, vous pouvez du coup tester vos fonctions qui utilisent en fait ce code-là. Voilà, donc il me reste 5 minutes, donc j'ai le temps de vous montrer un autre truc sympa. Je vous parlais tout à l'heure de possibilités de parsing. Je me suis amusé à faire un petit parseur de commandes Docker. Non, c'est pas là, c'est dans le jeu. Voilà. Et en fait, donc le but c'était de parser une version très simplifiée de Docker. Donc, par exemple, vous connaissez peut-être déjà Docker, enfin, sûrement vous faites un Docker run, vous passez les environnements de variables, il peut y en avoir 0, une ou plusieurs, et vous pouvez lui passer l'option de demonize. Ensuite, vous avez le nom de l'image et le nom du conteneur qui est démarré. Ça va, tu t'es endormi? Vous avez après la version stop, et en fait, le truc du parseur là, c'est de dire, ben, si jamais j'ai run, j'ai ces options derrière qui sont required ou optionnelles, et si jamais j'ai stop, ben alors ça doit juste être une chaîne de string. Et en fait, ma spec, elle est là, c'est mon cli ici. Donc c'est une concaténation, puisqu'en fait, on va chaîner. Donc là, je simule, en fait, on va les passer comme ça. C'est un tableau des différents éléments de la cli qui sont passés, de la commande qui sont passés. Et du coup, on définit que c'est une concaténation du mot-clé Docker, et ensuite de la task. La task qui est une alternative entre soit une spec de run et une spec de stop. Vous voyez, vous pouvez composer à l'infini vos spécifications. Et là, typiquement, sur le run, après, vous définissez les options, donc qui sont... après, c'est la regex. Hein. Si vous connaissez les regex, vous connaissez... c'est les mêmes mathématiques utilisées derrière. Donc, ils sont 0, une ou plusieurs options, qui sont soit l'option de daemon, soit des tuples de 3 éléments qui sont les environnements variables. Et ensuite, vous avez une combinaison d'un prédicat qui est utilisé en plus, qui dit il faut qu'il y ait au maximum un -d qui est fourni. Sinon, c'est incorrect. Voilà. Et donc, typiquement, si je le teste, donc là, je vais utiliser la fonction conforme qui permet de récupérer... vous voyez qu'à chaque fois, vos specs sont associés à un label. Et ça vous permet de déstructurer votre commande. Et c'est super pratique à utiliser derrière. Donc là, je définis parse-moi ça. Et je vais des exemples ici. Problème de namespace. Voilà. Donc là, j'ai parsé ma commande. Et voilà, on voit qu'il m'a parsé ça. Et derrière, c'est beaucoup plus facile à utiliser cette donnée déstructurée que la commande line brute. Voilà pour la partie parsing. Je te remercie. Voilà, et du coup, je vous laisse vous et votre imagination. Je pense que vous avez déjà imaginé ce qu'il est possible de faire avec Spec. Il y a beaucoup de choses qui se font. On parlait de GraphQL tout à l'heure. Il y a un mec qui a codé un parseur GraphQL, par exemple, avec Spec. Et derrière, du coup, il suffit de plugger un data fetcher, un data provider. Bien sûr, il y a tout ce système de test automatisé qui permet de tester les limites de votre programme. Par exemple, des fois, vous définissez un validateur, je veux que ce soit une string. OK, mais des fois, cette string, elle est vide.
Ce n'est pas quelque chose que vous prenez en compte forcément dans votre programme, et le fait d'avoir ces tests-là vous permet de l'identifier très très rapidement. Et on peut même imaginer une API. Donc, quand on voyait les schémas GraphQL tout à l'heure, on voit bien toutes ces clés, ces types, ces récursions, et la forme qui est en fait dynamique de votre schéma. Selon le type, alors je ne sais plus c'était quoi l'exemple tout à l'heure, mais selon le type d'utilisateur, si c'est Android, un Jedi, etc., il n'y a pas les mêmes propriétés. Et avec les fonctionnalités d'alternatives de spec, c'est très facile à modéliser en fait, dans vos schémas. Voilà. Et en plus, on peut imaginer, ça c'est un truc que j'aimerais faire du spec-driven développement pour vos API en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous avez une nouvelle route à fournir au front avec qui vous travaillez, vous allez définir les specs. Et vous allez générer les routes en fonction de ces specs qui vont générer du coup des samples random à partir de specs et les retourner à votre front, sans qu'il y ait vraiment de vrai travail derrière. Donc le temps que vous fassiez cette implémentation, le front peut déjà commencer à jouer avec votre API. Voilà, j'ai fini.